Bon, alors déjà, c'est un univers de pensée et de création. Évidemment, c'est l'amour aussi, mais c'est surtout un concept. Tout est juste, et tout le temps. C'est surtout ça. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui concerne la matrice christique parce qu'on me l'a demandé en fait. C'est quelqu'un qui m'a dit si je pouvais partager ce que j'ai comme connaissance de la matrice christique. J'aimerais tout d'abord vous dire que ce que je vais vous dire là, évidemment, comme la plupart des choses, qui sont des choses qui notent de spiritualité, ben, c'est pas des choses qui sont scientifiquement prouvables. On n'a pas de, on n'a pas encore de détecteur de différents plans et de différentes dimensions de l'univers, si ce n'est l'aspect théorique, pour pouvoir aller explorer avec une caméra toutes les choses dont on parle dans la spiritualité, puis vous dire, bah voilà, ça se passe comme ça se construit comme ci, etc. Mais la matrice christique, je vais essayer de vous en parler, et ça vient, vous l'avez tous, ça vient de la connaissance, l'information qu'on puisse avoir, et tout être a accès à la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une façon d'expliquer une forme de savoir qui n'est pas un savoir comme vous l'entendez. Et je vais essayer de vous définir déjà juste ces mots, parce que on dit au départ était le verbe, et que ce soit de manière étymologique ou d'autres façons, bien que ça se perde l'étymologie avec le nouveau langage, mais il y a quand même une racine dans les mots qui veut donner des explications qui sont finalement plus profondes. C'est-à-dire que chaque mot, si on sait le définir, si on sait le décortiquer et comprendre d'où il vient et qu'est-ce qu'il montre, eh ben on s'apercevra qu'un mot peut cacher des dizaines de phrases explicatives. Et donc ça enrichit nettement la valeur des mots. Et quand on parle de connaissance, on parle de connaissance. Co, c'est comme une sorte de collaboration. C'est-à-dire que quand on dit par exemple une entreprise, je sais pas moi, Stéphane & Co peinture, bon bah ça sera l'entreprise Stéphane et ses collaborateurs. Donc ça veut dire avec, ça veut dire avec le préfixe co devant un mot. Et naissance, bah ça j'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous savez ce que c'est que la naissance. Donc connaissance, ça veut dire naître avec. Donc quand on parle de connaissance, en termes de savoir, c'est un espèce de savoir qu'on va avoir dès la naissance. On est avec. Et ben moi quand je vous parle avec des connaissances. La connaissance peut être intuitive, la connaissance peut être infusée, elle n'est pas ni apprise ni quoi que ce soit. La connaissance, c'est vraiment quelque chose qui vient à la suite de l'expérience, alors que le savoir, il vient à la suite de l'étude. Et le savoir, si vous voulez le définir d'ailleurs aussi, c'est quelque chose qui est très sympa à faire. Et bien le savoir, c'est le fait de voir ça, voir ça. Donc ça vous montre un petit peu quel est le parcours, quel est le cheminement qu'on peut faire intellectuellement en comprenant mieux les mots. Ça, c'est la langue des oiseaux. Vous avez de très sympas personnages qui peuvent vous en parler. Le plus connu dans la langue francophone étant probablement Patrick Burensteinas, et puis mais il y en a d'autres qui expliquent très bien ces choses-là. En fait, c'est le langage des oiseaux, c'est un petit peu le langage que va avoir un alchimiste, et donc l'alchimiste a besoin d'une compréhension sur différentes dimensions, sur différents aspects de l'existence, pour pouvoir comprendre les choses de la manière dont il a besoin de les comprendre pour atteindre sa pierre philosophale, sa fameuse pierre qui finalement est censé, et d'ailleurs c'est très en lien avec ce que je vais vous dire, est censé transformer, plutôt transmuter le métal vil en or. Alors, quand on dit que la pierre philosophale est le procédé qui emmène à transformer ou en tout cas à transmuter le métal vil en or, souvent on dit le plomb en or, eh bien, c'est pas forcément l'absolu de ce qu'il est censé faire, parce que amener un métal à devenir de l'or, c'est pas très compliqué en soi, techniquement et scientifiquement. C'est simplement le purifier. Plus on le purifie, et puis il va s'approcher de l'état de l'or et devenir de l'or. Alors inévitablement, si vous prenez du plomb, vous le purifiez, vous arriverez à d'autres métaux. Ça va passer par le laiton, ça va passer par toutes les différentes choses que vous allez trouver entre le plomb et l'or. Ça en viendra à l'étain, etc. Et puis à un moment, vous allez trouver, une fois que vous l'aurez purifié par différents procédés, eh bien le métal qu'on appelle l'or. Mais c'est pas la finalité finalement. Pour un vrai alchimiste, c'est pas la finalité
que d'en arriver alors, parce que le processus et le temps d'apprentissage et d'expérience qui est nécessaire à ce genre d'accomplissement, c'est quelque chose qui vous fait rentrer dans une philosophie, qui est vraiment grande, une grande philosophie d'esprit. C'est une chose qui vous oblige à avoir des connaissances qui soient vraiment absolues sur la vie, sur l'existence, sur les pouvoirs de l'esprit, sur tout ce qui est en lien avec l'âme et avec les trois parties de l'âme, la matière, l'âme à trois. Et donc toutes ces choses-là sont un parcours tellement initiatique pour un alchimiste, que quand il en arrive à avoir acquis la capacité, les compétences pour avoir trouvé sa pierre philosophale qui l'emmène à transformer n'importe quel métal en or, eh bien normalement ses objectifs, sa vision est plus grande, c'est-à-dire qu'il y a encore une transmutation possible pour arriver de l'or à la lumière pure, qui est justement l'énergie qu'on appelle l'énergie christique. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la matrice christique. Alors, qu'est-ce que c'est que la matrice christique? Qu'est-ce que c'est déjà? On va rester dans les définitions, des mots un petit peu. Qu'est-ce que c'est déjà que la matrice? Vous savez que on parle de différentes matrices. Il y a la matrice de votre maman, là où vous avez été conçu, là où vous avez été fécondé. Il y a la matrice artificielle. Il y a différentes matrices qu'on peut trouver, par exemple, dans un ordinateur, dans une entreprise X ou Y qui va avoir des procédés de production. Et il y a ce qu'on appelle la matrice christique. Alors, la matrice en tant que telle, eh bien, c'est un endroit de création, c'est un endroit de conception, c'est un endroit d'entretien. C'est-à-dire que c'est un endroit où la vie peut éventuellement se développer ou être déposée, et où elle peut s'entretenir et puis perdurer. Mais ça n'est pas un endroit qui est dans sa définition première, un endroit qui est forcément définitif à l'existence de ce qu'il contient. Donc, vous avez différentes matrices qui vont avoir un rôle, on va dire ça comme ça, un rôle qui est un rôle, alors là déjà de conception, qui vont avoir un rôle de développement, des choses qui sont conçues à l'intérieur, qui vont avoir un rôle d'entretien de la vie et puis peut-être de mise en circuit de certains procédés au sein même de la vie qu'elle a conçue et qu'elle a entretenue et qu'elle a développée, et puis qui vont avoir à un certain moment donné finalement tout ce qu'elles ont à donner, proposer tout ce qu'elles ont à proposer, et cette fameuse vie qui en son sein s'est développée et qui a pu grandir, si on peut dire, on va dire ça comme ça se fait penser à la matrice maternelle de la maman et de l'enfant, eh bien elle va pouvoir à un moment ou l'autre, cette vie quitter la matrice maternelle par exemple. Si on prend l'exemple d'un enfant, quand il en arrive à son terme, il peut, via l'accouchement, sortir de cette matrice pour rentrer dans le monde dans lequel il vit. Et le monde dans lequel il vit contient également la matrice dans laquelle il a été conçu, créé et développé. Donc cette matrice, elle n'est pas définitive pour lui. Et le monde dans lequel on vit, il est aussi lui-même au sein d'une matrice. En l'occurrence, il y a différentes visions de cette matrice, et c'est là où ça va devenir un petit peu, je pense, en tout cas compliqué à expliquer, si c'est pas compliqué à comprendre. C'est que la matrice christique, ce qu'on appelle la matrice christique, si vous la traduisez à travers toutes les différentes cultures et compréhensions qu'on peut avoir de cette matrice-là, c'est ce que beaucoup de mots, c'est ce que beaucoup de gens vont remplacer par le mot Dieu ou Allah ou bien l'univers ou la source. C'est pas vraiment très important quelle est l'étiquette et le mot que vous mettez, parce que finalement le nom de Dieu, comme on le dit, est imprononçable. Mais c'est un petit peu ça que vous entendez comme matrice christique. Donc ça veut dire que ceux qui veulent comprendre ce qu'est la matrice christique, ils doivent chercher un endroit qui n'est pas forcément géographique, qui n'est pas physique et palpable ou observable avec un télescope hallucinant, mais qui est plutôt dimensionnel, énergétique et qui est aussi mouvant. C'est quelque chose qui est en mouvement. Je sais pas, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ces lampes qu'on peut avoir sur une table de chevet ou sur une table, qui sont des lampes avec de la cire ou de l'huile,
et puis de l'eau. Alors vous avez l'huile qui circule, je ne sais plus si c'est de l'huile ou de la cire qui circule, qui va monter comme des bulles comme ça, et puis c'est dans de l'eau avec la lumière qui allume dessous. Ça peut être joli, certains aiment bien ça. Bon bah, ces lampes là, elles ont des poches de matière qui, malgré qu'elles soient définies dans leur eau, c'est-à-dire par exemple vous avez une bulle, je sais pas, grosse comme une balle de ping-pong, qui est dans sa capsule d'eau, qui va monter, qui va descendre. À mesure qu'elle monte et qu'elle descend, elle va pouvoir se dissocier, être en 3-4 bulles. Elle va pouvoir changer de forme. Elle est vraiment très malléable. Elle va prendre des formes qui sont si variées que ça peut même donner l'impression qu'elle change de volume. Alors qu'en vérité, le volume est toujours le même. Mais la diversité de formes qu'elle prend et de façon de se tordre qu'elle va avoir, eh bien, donne une impression qu'elle est non seulement vivante, qu'elle a un espèce de ballement, qu'elle peut grandir, qu'elle peut mincir, alors que finalement, en contenance et en contenu, eh bien, il y a toujours exactement la même chose. Eh bien, la matrice christique, je pense, si on devait rabaisser, parce que c'est très fortement rabaissé, mais si on devait rabaisser son état d'être et sa nature à notre niveau humain, c'est-à-dire ce qu'on peut en faire cérébralement, ce qu'on peut en comprendre cérébralement avec notre petit mental qui est de loin pas capable de comprendre les lois de l'univers et de ce qu'il contient, eh bien on pourrait imaginer que visuellement ça peut ressembler un petit peu à ça. Bon, ça c'est juste pour vous donner une image. La matrice christique, eh bien, elle est peut-être le contenant, elle est l'énergie source, elle est peut-être la base, et même au-delà de ça, elle est peut-être même la table de chevet, ou elle est peut-être même la maison qui tient la table de chevet, ou peut-être la planète qui tient la maison qui tient la table de chevet, ou peut-être même l'univers. Voilà, la matrice christique, en vérité, c'est l'origine, comme nous on le conçoit et comme nous on l'entend, de ce qu'on pourrait appeler notre univers. Notre univers qui est composé de beaucoup de plans, de beaucoup d'endroits, de beaucoup de dimensions, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de vide qui finalement est très plein, de beaucoup de pensées, de beaucoup de processus de création, de beaucoup de processus de destruction. En fait, on est dans une grande bulle de transmutation. Cette matrice-là, c'est ce que vous pouvez appeler donc Dieu en tant que tel. C'est-à-dire, c'est un endroit de création de l'existence, c'est un endroit de développement de l'existence, et c'est un endroit de mise en place peut-être des propriétés nécessaires à ce que la vie puisse se développer. Elle est christique et elle est surtout matrice parce que dans son absolu et dans sa finalité, eh bien, il devrait y avoir peut-être une possibilité d'en sortir pour naître à autre chose. Alors là, on est sur des processus beaucoup plus grands qui ne comprennent pas uniquement le temps de développement d'un fœtus. Mais si on rejoint cette explication première que je vous donnais, par exemple sur la pierre philosophale, eh bien, on s'aperçoit qu'à toutes les échelles, que ce soit au niveau du micro ou au niveau du macro, eh bien, on a des processus de développement, des processus d'accomplissement, de germes, qui vont finalement toujours avoir un peu, alors dans ce qu'on comprend au niveau mental et intellectuel humain, mais ils ont toujours des processus de développement et d'accomplissement qui sont un peu similaires. Je veux dire, si on regarde une petite particule qui tape une autre petite particule, une des deux va probablement se tordre ou se briser, s'éclater ou se diviser en plusieurs autres particules. Si vous regardez ça à l'échelle d'un rocher, c'est la même chose. Si vous regardez ça à l'échelle d'une immense météorite tombant sur une planète, c'est la même chose. Si vous regardez ça à l'échelle d'une planète heurtant une autre planète, c'est la même chose. Si vous regardez ça à l'échelle d'une galaxie qui rentre en confrontation avec une autre galaxie, c'est la même chose. Donc on peut se représenter que peu importe l'échelle des choses qu'on regarde, il y a toujours une espèce de fonctionnement qui est très ressemblant, qui a une certaine logique. Ce qui est très très bien parce que ça nous permet de comprendre les choses et d'envisager que finalement tout se ressemble, et ce qui est très mal parce que finalement c'est le problème de l'esprit humain, c'est qu'une fois qu'il a vu plusieurs choses qui se ressemblaient, qu'il peut les additionner, les comparer, et que dans les 3/4 des cas, voire même un peu plus, ça match et puis ça a la même logique, il prend les choses pour acquis, puis il croit qu'il n'y a que ça et que c'est comme ça que ça fonctionne, et puis après ça lui ferme un petit peu son ouverture d'esprit et sa capacité d'observation vers le nouveau. C'est ce qui a bousillé l'archéologie, qui a fait que maintenant sur YouTube vous trouvez des
des vidéos qui apparaîtront seulement quand vous tapez archéologie interdite. Parce que justement, il y avait des modèles qui sont protégés par des pseudo-scientifiques qui n'ont plus l'esprit ouvert parce qu'ils veulent absolument que ce qu'ils ont déterminé jusque-là et ce qu'ils ont défini de l'archéologie à travers les différentes civilisations qu'ils étudiaient était le modèle. Et puis alors tout artefact ou toute chose qui va éventuellement mettre en doute les choses qu'ils ont déjà dites et qui peuvent perturber grandement les dates établies par rapport à l'évolution de l'homme, de l'humanité, de différents animaux, des civilisations, la construction ou pas de tels temples, de telles merveilles du monde qu'on peut trouver autour de notre planète. Toutes ces choses-là, du moment qu'on va trouver un truc qui peut démonter toutes les recherches qu'on a fait là, on va avoir tellement peur que ça les démonte que finalement on va classifier ça ou cacher même ça comme des artefacts qui ne correspondent pas, qui sont bizarres et qu'on ne peut pas expliquer. Et comme on ne peut pas l'expliquer, on ne va pas envisager d'autres sources de compréhension, on ne va pas envisager peut-être des solutions plus utopiques ou un peu plus incroyables, on va simplement dire que c'est un truc qui ne colle pas, on le sort du cursus de la recherche, on ne recherche pas, donc on n'apprend pas sur le sujet. Et toutes les personnes qui vont essayer de sortir ça du placard pour en apprendre un peu plus, pour vous dire mais quand même, tu te rends compte, il y a ce machin qui a été trouvé, qui est technologique, il a des roulements, il a des machins, il a trucs, il te donne les positions du soleil, il donne une connaissance astrologique et astronomique qui est juste un peu incroyable. Et tout ceci, avant même qu'on soit censé avoir inventé la roue, avant même qu'on soit sédentaire, on était normalement en train de se balader en peau de bête à poil et puis on savait à peine dire areux. Comment se fait-il qu'il y avait des trucs si technologiques qui sont datés de telle année? Et comme ça colle pas à l'archéologie, elle veut pas étudier ça parce que ça lui fait remettre en cause toutes les autres choses, notamment l'invention de la roue par exemple. Donc ça pose problème. Alors les gens qui vont déterrer ça et qui vont essayer d'étudier ça, qui sont sûrement des gens pleins de bonne volonté, comme moi, j'adorerais faire ça, c'est des gens qui finalement n'ont pas accès au financement et puis à la force motrice, le pouvoir moteur que peut avoir la grosse allée centrale des scientifiques, de la science. Donc finalement ils sont mal financés, ils sont mal équipés, ils n'ont pas accès à tout un tas de choses et puis ils peuvent faire que des pseudo-recherches qui donc seront pseudo-reconnues, voire même moquées. Et donc c'est ça qui fait qu'on en est à un niveau d'incertitude et de bêtise comme on peut l'être aujourd'hui les êtres humains, parce que quand il s'agit de bêtises et de se bagarrer pour raconter des conneries, on est les champions, on est les rois. Donc voilà, pour vous parler de la matrice christique, parce que c'était bien le sujet d'aujourd'hui et puis que c'est ça qu'on m'a demandé, c'est la matrice qu'on va dire originelle, c'est ce que l'on appelle, disons Dieu, et c'est celle qui contiendrait toutes les autres matrices, qui soient des pouponnières d'étoiles à droite, à gauche, qui soient des matrices dimensionnelles, dont une est connue comme étant la matrice artificielle, matrice dans laquelle nous sommes en train d'expérimenter notre propre existence, qui encore une fois n'est pas vraiment géographique mais qui est au niveau des plans, c'est-à-dire que nous sommes sur une planète qui physiquement est existante, qui est au sein d'une matrice christique, qui est déjà pour commencer au sein d'un système solaire, qui est ensuite au sein d'une galaxie, lui-même au sein d'un univers. Et dans cet univers, dans toute cet enchevêtrement de choses au sein duquel nous sommes, il y a des aspects dimensionnels, des aspects de plan. Un plan et une dimension, c'est pas la même chose. Un plan, c'est quelque chose qui se trouve sur une échelle plane, puisque c'est plan, et une dimension, c'est quelque chose qui se trouve sur une chose que je peux même pas vous définir, parce que c'est à la fois la profondeur, le temps, l'espace. Une dimension, c'est vraiment beaucoup plus exotique qu'un plan. Mais il y a des enchevêtrements de choses qui sont à la fois physiques, matérielles, dans des plans et dans des dimensions. Et notre matrice, elle est conçue d'une telle manière qu'elle est quelque chose qu'on pourrait imaginer exister, sans être réellement physique. Et le seul exemple que je pourrais vous donner, parce que c'est peut-être quelque chose que vous arriverez à vous... comment je peux dire? Que vous arriverez à vous qu'est-ce que j'ai employé comme mot? À vous représenter, je vais dire ça. Je pense que vous arriverez mieux à vous représenter avec ça. C'est de vous dire, voilà, imaginez que vous soyez dans votre salon. Vous êtes dans votre salon, vous savez que votre salon fait par exemple 25 mètres carrés. Dans ces 25 mètres carrés, il y a une télé, un meuble à télé, il y a un canapé, une table basse, il y a peut-être un peu plus loin une table avec quelques chaises pour quand vous faites des repas avec plusieurs personnes, un tapis au sol, et puis le plafond à 2,20 m, 2,50 m avec des lustres, etc.
Ça, c'est ce que contient votre salon, plus son espace vide. Et donc, vous savez exactement ce que vous pouvez rentrer dans ce salon. Vous ne pouvez pas, par exemple, rentrer dans ce salon une grue. Ça passe pas. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce salon 800 vaches. Ça ne passe pas. Mais dans votre salon, vous avez peut-être autour de votre télé un lecteur DVD. Vous avez peut-être une console. Si vous mettez un DVD, par exemple, dans votre salon, sur votre télé, qui, je sais pas, contient une émission ou un film sur l'espace. Dès lors que vous le mettrez en route, dans la télé, il y aura sur l'écran une profondeur tellement grande que vous pourrez voir un espace avec plusieurs planètes, des vaisseaux qui circulent, des machins. Ça, c'est ce qui pourrait être représenté comme une dimension. Dans un salon qui ne rentrerait même pas un vaisseau ou une planète, vous avez pourtant une fenêtre ouvrant sur tout un tas de planètes, d'espaces, de vaisseaux. Et si vous jouez avec une console, alors prenons une de ces machines avec casque virtuel, maintenant les lunettes virtuelles et tout, vous allez pouvoir au sein même de votre salon marcher dans une dimension encore différente des tailles réelles de votre salon. Peut-être que quand vous êtes là avec votre masque sur les yeux, le mur il est devant vous à 2 mètres, et vous quand vous marchez avec vos lunettes virtuelles et que vous regardez en avant, vous êtes au bord d'une falaise avec une étendue à des kilomètres et des kilomètres. Ben ça, c'est une façon de se représenter comment on peut avoir dans un même espace différentes dimensions. Alors, évidemment, là, ça reste un exemple qui est compris dans la matière et qui est compris dans la réalité du salon que je vous parle. C'est pas possible, par exemple, de sauter dans ce monde virtuel totalement et intégralement et de s'y perdre pendant des heures en disant ouais non là j'ai vraiment visité ce monde. Non, vous pouvez le faire qu'au niveau de vos yeux, et si vous avancez de 2 mètres, vous mangerez le mur quand même, parce que même si vous avez l'impression d'être face à un canyon immense, la réalité physique dans laquelle votre corps physique elle est quand même d'être dans ce salon, et donc vous toucherez le mur au bout de 2 mètres. Mais si vous pouviez partir avec votre esprit, c'est ce qu'on fait dans un voyage astral, c'est ce qu'on fait dans une hypnose, comme je les propose. Si vous pouvez partir réellement avec votre esprit tout en déposant le corps sur le canapé sur lequel il est, et que vous faites ce grand voyage là, et bien là vous allez pouvoir faire un voyage dimensionnel. Vous allez pouvoir traverser, alors, je suis désolé, moi je suis toujours halluciné et bluffé dans ce pays qu'est la Suisse, qui est un pays neutre. En termes d'activité militaire, il est neutre, il ne s'engage jamais à prendre parti, enfin il s'engage jamais. Politiquement il ramène un peu trop sa gueule, mais il s'engage jamais à prendre parti. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il y en a des militaires, qu'est-ce qu'il y en a des coins, qu'est-ce qu'il y en a des endroits cachés avec des bases, avec des canons, qu'est-ce qu'il y en a des avions dans le ciel qui font des essais, des entraînements en permanence. C'est vraiment fou, c'est comme dans les navettes spatiales où il y a une salle de fitness, beaucoup de gens font du sport, et pourtant on peut pas sortir, on peut pas courir, mais ils sont toujours sur leur tapis. Et ben là en Suisse on peut pas prendre parti pour aucun pays du monde, on se bat pas, on est juste bien équipé pour se défendre, mais alors par contre on s'entraîne beaucoup. Bref, parenthèse fermée. Ce potentiel dont je vous parle et l'exemple que je vous ai fait qui emmènerait à croire que l'on peut rentrer dans une dimension différente avec notre physique, elle n'est pas possible bien évidemment, vous l'avez compris, c'est un exemple pour vous représenter la chose. Parce que votre corps notamment, eh bien lui, il est appartenant aux lois des 3 dimensions qu'on connaît ici sur Terre, et donc lui en tant que tel, il peut pas franchir une autre dimension supérieure, et donc il peut pas aller se perdre dans d'autres plans et dans d'autres dimensions. Si vous voulez faire ce genre de voyage astral ou les hypnoses que je propose, où on traverse le temps, les dimensions, les plans et on modifie des choses, eh bien il vous faut le faire avec une autre partie de vous qui, elle, appartient à ces dimensions. Et les différentes autres dimensions de votre corps, de votre être, pardon, eh bien ce sont l'esprit, la conscience, l'âme, etc. C'est pour ça qu'on fait les voyages avec ces parties-là de vous, et que le corps, lui, eh bien il reste posé dans le canapé. J'ai dû monter de presque 50 mètres en peu, là, ça fait un dénivelé de dingue. Désolé pour... déjà la tête toute pochée du matin, parce qu'il est tôt le matin, il y fait froid ici.
et pour l'essoufflement, parce que ça monte, ça monte, ça monte, et parler à ma cadence avec une telle montée, je m'essouffle. Bref, je voulais pas vous en dire plus, c'était pour vous parler de cette matrice christique comme on me l'a demandé. Donc la matrice christique, en quelques mots, c'est ce qu'on appelle Dieu, c'est ce qu'on appelle l'univers, c'est le développement, la conception, l'entretien et l'amorce d'une vie qui est à l'échelle de ce qu'on pourrait en comprendre, et encore même pas, qui est beaucoup plus loin que l'échelle que ce qu'on pourrait en comprendre, mais comme je vous l'ai annoncé ce matin, c'est un petit peu approchable, et qui dans l'absolu, elle-même est peut-être contenue par autre chose. Oui, on a peine à dire il y a autre chose que Dieu, la source de tout, la création de tout. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a effectivement des créateurs de Dieu et des créateurs de créateurs, et que ça, c'est vraiment à l'infini. Mais à des niveaux infinis qu'on ne se représente pas nous, parce que nous à chaque fois qu'on veut parler d'infini, de choses, de trucs, on les argumente avec un intellect qui est très très limité, avec des mots qui sont très appauvrissants pour les situations et pour les compréhensions, parce que c'est très limité un mot humain, malgré qu'on connaisse un peu l'étymologie, le langage des oiseaux qui apporte plus de profondeur, on reste quand même avec un cerveau qui fait un petit kilo comme ça pour essayer de comprendre un univers qui est quasiment infini pour nous. Et avec une suite logique qui pense que les choses se reproduisent à l'échelle macro comme micro, et puis que c'est la seule chose. Mais encore une fois, il faut avoir une ouverture d'esprit, un côté intuitif, et réfléchir aussi avec son cœur, parce que finalement je crois que tout est possible et tout est, et comme tout est, il y a aussi des choses qui ne nous sont pas accessibles, en tout cas pas dans cet état d'être actuellement. Voilà les amis, je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, j'espère que ça aura un petit peu répondu à la personne qui me demandait ça. Et puis il y a encore des places, si jamais il y en a qui veulent s'inscrire pour la formation du 10, 11, 12 février, où il y aura module 1 et module 2, il y a encore des places, c'est possible. J'avais annoncé qu'il y avait 2 personnes qui pouvaient gratuitement recevoir leur séance le 12, qui sera une séance que je proposerai devant justement les élèves qui font la formation. Ces 2 places sont prises, vous imaginez bien qu'on va sauter dessus le jour même, donc ces 2 places sont prises. Je reproduirai peut-être ce genre d'offres et de cadeaux par la suite, je vous promets rien, mais ça se fera peut-être si j'ai une envie généreuse comme ça tout d'un coup de faire partager. Je suis pas fan de le faire parce que il y a un investissement de temps, il y a un investissement d'argent, il y a tout plein de choses qui contribuent au bon déroulé de ces séances-là. Et quand on se saigne pour faire quelque chose, pour nous en général, on est beaucoup plus appliqué et beaucoup plus impliqué dans le travail qui s'y fait. Donc voilà, moi je l'ai vécu à titre personnel. Je l'ai vu aussi avec les gens. Quand les gens font tout pour se payer un truc qui est hors budget, en général ils se sont vraiment investis pleinement, ils se sont battus pour ça. Et quand ils font tout pour obtenir des prix, des machins, pour mendier, pour machin, en général ils se sont pas battus pour ça, ils ont plutôt essayé de se négocier eux-mêmes. À la limite, c'est presque de se négocier eux-mêmes en tant que qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je vaux, quoi. Donc je le fais pas trop souvent parce qu'en général c'est plutôt destructeur que constructeur, mais que constructif. Mais là c'était une petite proposition pour commencer 2024, pour faire un petit cadeau. Et puis peut-être que ça arrivera à nouveau. Les amis, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et puis à bientôt, j'imagine.